La mort de Benny a certainement été une grande joie pour vous. La destruction d'un ennemi. Je connais peu de choses plus satisfaisantes. Avançons, voulez-vous? Comme je vous le disais, je veux écarter Monsieur House de l'équation. Sa mort vous serait également profitable. S'il découvre que vous avez détruit ses gadgets sous le fort, il ne manquera pas de riposter. Vous savez où le trouver. Je vous laisse le choix de sa mort. Que vous... Mes prétoriens représentent l'idéal martial de ma légion. Chacun d'entre eux a assez tué et conquis de terre pour accéder au rang de centurion. Au lieu de cela, je les ai invités à rejoindre ma garde. Le candidat choisit le garde en place qu'il considère comme le plus faible et le défie. C'est une lutte à mort. Ça leur évite de se ramollir. Lucius est à la tête de ma garde depuis 5 ans. Il a occupé un poste subalterne pendant 8 ans avant cela. Aucun invité n'a encore osé le défier. Peut-être par respect. Il vieillit bien. Lanius est le meilleur de mes commandants. Certains le qualifient de grand homme, mais je ne suis pas sûr qu'il le mérite. Il fut autrefois le meilleur guerrier des Hydebarks, une tribu d'Arizona. Il pouvait prendre des patrouilles de la Légion à lui tout seul. Lorsqu'après plusieurs mois nous finîmes par trouver et encercler leur camp, leur chef hissa le drapeau blanc. Le guerrier qui allait devenir Lanius explosa de rage. Il frappa son chef et attaqua sa propre tribu. Il en tua 15 avant qu'il ne le maîtrise. Et manifestement, il survécut. J'ai pris soin que l'on s'occupe de lui. Il était méconnaissable, le visage presque entièrement arraché. Il est resté inconscient des jours entiers. À son réveil, je suis allé le voir pour lui montrer le casque que j'avais fait forger pour lui. Je lui dis qu'il l'aurait s'il se battait pour moi. Il accepta, à condition de pouvoir aller tuer les rescapés mâles de sa tribu. Ce à quoi je répondis, uniquement les adultes mâles, et c'est d'accord. Lanius est un sauvage, sauvagement loyal aussi, mais envers moi uniquement. Il se moque de ma légion, mais c'est bien utile. Ces hommes ne représentent rien à ses yeux, aucun remords à les voir tomber. Tout ce qui compte, c'est de détruire l'ennemi. Quand un autre légat ou un centurion n'obéit pas aux ordres, j'envoie Lanius rectifier le tir. Il commence par tabasser le commandant responsable devant ses troupes, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Puis il accomplit le rituel du décimatio. Ça signifie décimation, mais dans la Rome antique, ce terme avait un sens bien spécifique. Punition pour couardise. Les légionnaires sont alignés. Chaque 10e homme s'avance et se fait tabasser à mort devant ses frères. Cela crée une certaine obéissance farouche. Oui, cette fois, mes légionnaires auront plus peur du commandant derrière eux que de l'ennemi devant. L'échec ne sera pas de mise cette fois. Aucune retraite, aucune rafle de masse pour constituer de nouvelles troupes. Avec Lanius à la tête de ma légion, le barrage tombera. Il sera notre tête de pont dans tout le Colorado. Ça ne se reproduira pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai entendu dire qu'il valait mieux éviter de mettre César en colère. Changer de sujet. Vous voulez mon avis d'ancien citoyen ou de futur conquérant? En fait, c'est la même chose. Jeune homme, on m'a appris à vénérer la présidente Tandy de Shady Sands, fondatrice de la République de Nouvelle-Californie. Saviez-vous qu'elle est restée en poste 52 ans? Et que son père, Aradesh, était le premier président de la République?
Vous croyez que c'est une démocratie, ça? Ou une dictature héréditaire? Le Conseil n'osait pas la contredire. Elle avait le peuple avec elle. Elle avait leur amour. Tout était plus ou moins tranquille. Et dès qu'elle a été partie, dès que la démocratie a pu vraiment s'exprimer... Alors quoi? Depuis qu'elle a perdu sa reine, la RNC est faible, diffuse. La démocratie a été sa faiblesse, non sa force. La cupidité est partout. Le gouvernement est corrompu et reçoit des pots de vin des barons et propriétaires brahmines, au détriment des citoyens. La RNC n'est qu'un vague conglomérat d'individus égoïstes. Ils ont perdu toute vertu. Personne ne se soucie plus du collectif, du bien commun. Elle est vouée à l'échec. Je ne fais qu'accélérer le processus. Bien sûr, la plus puissante que ma légion ait affrontée. Et aussi la première à laquelle je suis opposé idéologiquement. Jusqu'à présent, chacune des tribus que j'ai vaincues n'était qu'une bande d'arriérés. L'esclavage a été un soulagement pour eux. Ma conquête du Morave sera un triomphe éclatant. Elle marquera pour ma légion le passage d'une vie nomade à celle d'un véritable empire. À l'image de mon homonyme qui conquit la Gaule avant de traverser le Rubicon, je m'imposerai ici, et je traverserai le Colorado. Je me suis servi de la Rome impériale comme modèle pour ma légion, précisément parce qu'elle leur était si étrangère, si lointaine. J'avais vu ce qui avait résulté des tentatives de la RNC de reproduire la culture de l'Amérique d'avant-guerre. Les luttes intestines, la corruption. Rome était une autocratie militaire qui parvenait à intégrer les cultures qu'elle mettait à genoux. Les citoyens aspiraient à quelque chose de plus grand qu'eux. L'idée de Rome elle-même. Rome m'a donné le modèle d'une société capable de relever les défis d'un monde post-apocalyptique. Une société qui pouvait et allait survivre. Une société qui allait permettre à l'humanité d'éviter l'autodestruction dans ce nouveau monde, grâce à l'établissement d'une nouvelle Pax Romana. Et cela implique une culture homogène, totalitaire, impérialiste et nationaliste, qui fera disparaître tout sentiment identitaire tribal. Une stabilité à long terme à tout prix. L'individu n'a d'autre utilité que sa contribution à l'État comme instrument de guerre ou de production. Non, je la détruirai car elle est vouée à l'échec. Pure dialectique hegelienne, rien de personnel. Comment vous le dire simplement? C'est une théorie philosophique que vous auriez pu rencontrer si vous preniez le temps de lire un peu. Le fondement est d'envisager l'histoire comme une suite de conflits dialectiques. Chaque dialectique débute par une proposition, une thèse, qui contient de façon inhérente ou crée son opposé, une antithèse. Thèse et antithèse. Le conflit est inévitable. Mais de la résolution du conflit naît autre chose. Une synthèse qui élimine les défauts de chacune, ne gardant que les idées et les éléments communs. Les bombes firent table rase du passé. Notre civilisation sombra dans une ère barbare qui ramena nos progrès culturels à zéro. La RNC souffre de tous les maux de l'ancienne République romaine. Bureaucratie extrême, corruption, luttes incessantes au sein même du Sénat. Comme pour l'ancienne République, il est naturel qu'une force armée vienne conquérir et transformer la RNC en une dictature militaire. Thèse et antithèse. Le Colorado est mon Rubicon. Le conseil de la RNC sera éradiqué, mais la synthèse affectera aussi la Légion. D'une armée nomade, elle deviendra une force stable qui protégera ses citoyens et le pouvoir de son dictateur. Un couard qui se cache derrière une armée de robots
confortablement installé dans sa tour, tel un magicien dans ses bandes dessinées de Grognac. Certains disent qu'il est humain, d'autres que c'est une machine. Peu importe, il est sur ma route. J'ai étudié les tribus de la région, au cas où j'aurais besoin d'elles. Je vous en dirai peut-être plus, s'il me plaît de le faire. En fait, je suis né sybarite moi-même, citoyen de la RNC. Ma famille vivait près du grand cimetière. Après que les raiders ont tué mon père, ma mère a cherché la protection des disciples. J'avais 2 ans. Elle a trouvé un poste à la bibliothèque, comme cuisinière et femme de ménage. J'ai appris à lire, et bientôt, je suivais les cours, gratuitement. Oh oui, élevé dans la tradition. Et l'enseignement est resté. Il était de mon devoir de porter la torche du savoir dans le désert. J'ai peut-être appliqué cette histoire de torche un peu trop à la lettre. À 20 ans, les disciples m'ont envoyé à l'est du Grand Canyon. Ma première expédition. Rien que moi et un médecin nommé Kaloun. En qualité d'anthropologue et de linguiste, je devais apprendre les dialectes des tribus du Grand Canyon. Une putain de perte de temps. Si vous pensez qu'il y a un intérêt pour des gens cultivés à parler comme ces sauvages, c'est que vous êtes un disciple. Ou un idiot. Toujours est-il que nous avons rencontré un missionnaire mormon capable de parler plusieurs dialectes. Joshua Graham. Il était censé me les enseigner. Les leçons ont été de courte durée. La tribu des Blackfoot nous a capturés pour réclamer une rançon. Une bande d'arriérés. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne savaient pas se battre. Les Blackfoot étaient en guerre contre 7 autres tribus, tout aussi bonnes à rien qu'eux. Mais face au nombre, ils n'allaient pas tenir longtemps. C'est une chose d'être capturé. C'en est une autre de finir sur un navire en perdition. Contre l'avis de Kaloun, j'ai pris quelques initiatives. Je leur ai montré comment se servir de leurs armes, comment les démonter et les nettoyer, comment respirer quand on tire, comment recharger. Ils me prenaient pour une espèce de sorcier. Je leur ai appris à faire des explosifs et enseigné les bases de la stratégie pour unités réduites. S'il est quelque chose que j'ai appris chez les disciples, c'est que les livres regorgent d'informations utiles. Divide et impera. Diviser pour régner. J'ai mené l'offensive contre les Ridgers, leurs plus faibles ennemis. Devant leur refus de se rendre, j'ai donné l'ordre de tuer hommes, femmes et enfants. Lorsque nous avons ensuite affronté les Kaibab, j'ai conduit l'un de leurs messagers au village des Ridgers, pour lui montrer les corps entassés. C'était nouveau pour eux, voyez-vous. Jusque-là, ils avaient joué à se faire la guerre. Un viol par-ci, un pillage par-là, une petite prise d'otage. Je leur ai apporté la guerre totale. Les livres regorgent réellement d'informations. Les Kaibab se sont joints à moi, et les Fredonians après eux. Toutes ces tribus de merde, avec des noms à coucher dehors. J'ai su dès le début qu'il fallait éradiquer la gangrène des identités tribales, et les remplacer par une culture monolithique. Un esprit unique. C'est ce que j'ai fait, une fois ma confédération de tribus assez grande. Je me suis proclamé César, et j'ai créé une grande tribu, ma légion. J'ai renvoyé Kaloun, le disciple capturé avec moi, avec un message pour les gens de l'Ouest. Aucune ingérence ne sera tolérée. Joshua Graham, l'interprète mormon, resta à mes côtés et fut mon premier légat. Oui, des décennies à absorber des tribus plus faibles pour asseoir mon pouvoir et faire d'une lame émoussée une arme aussi tranchante qu'un rasoir. Ma légion n'a eu de cesse de grandir. La majeure partie de l'Utah et du Colorado, et la totalité de l'Arizona et du Nouveau-Mexique m'appartiennent. Nous avons nos villes, mais rien comparé à Vegas. Ma légion aura enfin sa Rome. Je dois l'admettre, ce trou du cul en voulait.
Il a pris un appareil furtif de l'Ancien Monde pour traverser le fleuve dans une barque de la Légion. Il semblerait que l'appareil soit tombé en panne sur l'autre rive, mais il était habillé en légionnaire. On l'a pris devant la station météorologique. Il n'avait pas pensé à sa coupe de cheveux. Se donner tout ce mal et échouer simplement parce qu'il ne voulait pas se décoiffer. On me l'a amené avec le jeton de platine. C'est ce qui m'a fait penser qu'il n'était pas un espion des Sybarites. Benny nous a servi son histoire, mais Lucius sait se montrer très persuasif avec ses prisonniers. Ils finissent par tout déballer. On appelle ça un autodoc. Comme le nom l'indique, c'est un médecin automatique, plus ou moins. Il peut soigner les fractures, les plaies, les entailles, les égratignures. Il m'arrive d'en permettre l'utilisation à un ami. C'est un cadeau de choix au sein d'une culture qui interdit tout analgésique et qui reste très largement réfractaire à la médecine. Bien. J'ignore quel genre de service de sécurité il a placé dans le Lucky. Tant que le problème House n'aura pas été réglé. La dernière fois que... On racontait les histoires autrefois sur une tribu cannibale, près de Vegas. On disait qu'elle vivait dans une grotte et chassait ses proies humaines. Les éclaireurs que j'ai envoyés il y a des années m'ont rapporté ces histoires, sans jamais les voir. À part ceux qui ne sont jamais revenus. On raconte que les Gants Blancs pourraient être la tribu maudite. Vous pourriez les aider à retrouver le droit chemin. C'est une chose étrange que la culture. Une tribu en a assez de son identité et saisit la première occasion de se réinventer. La tribu devient sa propre antithèse. La polarité s'inverse. La dialectique nous enseigne que cela ne peut durer. Une synthèse est inévitable. Un dénouement. Les pires pulsions de l'humanité, concentrées en une seule tribu de malades arriérés. Il semblerait que la confrérie soit apparue peu de temps après la Grande Guerre atomique. Difficile à dire, l'histoire n'est pas leur fort. Certains des scribes de la confrérie que nous avons capturés plus à l'est ne connaissaient même pas le nom de leur fondateur, Roger Maxson. Ils aiment à embellir leur mission par un soi-disant esprit chevaleresque, mais en vérité, ils collectionnent. Ils collectionnent la technologie. Ils sont là depuis 200 ans, et ils en sont restés à l'état de charognard. Ils prétendent préserver cette technologie, mais dans quel but? Ils n'ont aucune vision, aucun avenir à proposer. Ils ne nous mèneront nulle part. Vous ne réfléchissez pas beaucoup à long terme, n'est-ce pas? Bien sûr, leur haine de la RNC semble faire d'eux des alliés de choix. Mais après, que ferez-vous d'eux? Chaque paladin est très puissant. Il faudrait que je sois convaincu que les bénéfices présents valent bien plus que le prix futur. Que vouliez-vous? Un homme de valeur, entravé par le contexte politique craintif dont il est issu. Il était général, vous savez. Il l'appelait le héros du Morave. Un titre qu'il gagna en écrasant les tribus faibles qui osaient attaquer les citoyens de la RNC. Ses réponses étaient rapides et draconiennes. La présidente Tandy, leur fondatrice, dorlotait les tribus hostiles. Mais ses successeurs furent moins naïfs. Ils laissèrent carte blanche à Kimball. Et au terme d'une carrière militaire respectable, que fait-il? Il devient politicien. Et en étant élu, en plus.
Quel meilleur moyen de stopper net la montée d'un leader, sans parler de cultures entières. Un leader ne devrait pas courber les chines devant ses serviteurs. Avec tant d'énergie gaspillée sur les petits, comment espérer aller de l'avant? S'il avait renversé le gouvernement par la force ou recouru à son armée pour fomenter un coup d'État, tout aurait été différent. Je vais devoir le faire pour lui. Ça leur fera peur. S'il me suffit de tendre le bras pour tuer qui je veux, ils sauront que leur vie ne tient qu'à mon bon vouloir. Comprenez bien que Kimball est un symbole. Sans lui, il n'y aurait aucune occupation du Morave par la RNC. Il galvanisait les troupes, autant que le lui permettait son Sénat avant de les déployer. D'excellentes raisons, mais de la mauvaise façon. Toute invasion par une démocratie ne se fait qu'à moitié. À la mort de Kimball, la RNC abandonnera le Morave et son héritage avec. Le temps qu'ils s'en remettent et qu'ils attaquent, je les aurai envahis.